troisième et dernière partie de Politicia. Notre plateau est toujours au complet avec nos invités, M. Jean-Maurice Bamare-Krong, M. Abdelkerim Yacoub Koundougoumi et M. Ibrahima Souri Makanera. Le président Alpha Condé, Moussa Faki Mahamat, ensemble, ils incarnent le nouveau visage de l'Union africaine. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que leur tâche s'annonce ardue, tant les défis du continent sont immenses. On fait le point tout de suite avec Fadi Mounichi. On en parle juste après. La 28e session ordinaire de l'Union africaine s'est achevée. Un sommet qui a vu notamment la réintégration du Maroc après 33 ans d'absence et l'élection du Tchadien Moussa Faki Mahamat à la présidence de la commission de l'UA. L'organisation a également porté à sa tête le président guinéen Alpha Condé, qui a annoncé les principaux défis qui attendent l'Union africaine ces prochaines années. Parmi ceux-ci, la réforme institutionnelle fait figure de priorité. Le rapport du président Kagame pour la réforme institutionnelle de l'Union africaine et la Commission sur la mise en œuvre de la décision sur le financement de l'Union africaine, sur la zone de libre-échange et les mécanismes pour éliminer les obstacles non tarifaires en Afrique, s'inscrivent dans la dynamique de renouveau que nous ambitionnons en vue de doter notre continent d'institutions fiables et efficaces, lui permettant de relever les défis qui inhibent son développement. L'autre défi de l'organisation panafricaine, c'est l'intégration économique du continent. Ainsi, comme président de l'UA, le chef de l'État guinéen Alpha Condé devra s'approprier la poursuite de la mise en œuvre de l'agenda 2035 et le processus pour l'instauration d'une zone de libre-échange africaine. Faisons sauter toutes les barrières qui entravent les échanges entre nos États et compromettent l'intégration de nos économies. Toutes choses indispensables à l'accroissement du volume et de la qualité de nos produits, leur permettant ainsi d'être résilients, compétitifs et de s'insérer efficacement dans le système commercial international. La zone de libre-échange continentale demeure un passage obligé qui nous mènera vers le marché commun africain, instrument qui renforcera notre capacité à négocier d'une seule voix notre partenariat avec les autres organisations. D'autres dossiers attendent également l'Union africaine, le terrorisme, la problématique migratoire ou encore le chômage. Une attention particulière sera par ailleurs donnée aux différents cycles électoraux prévus dans plusieurs pays en 2017. Monsieur Abdelkerim, quelles devront, selon vous, être les priorités du nouveau bureau de l'Union africaine? Les défis de la Commission africaine, c'est les défis de l'Union africaine. Et l'Union africaine n'a jamais réussi à relever les défis. Je me souviens de Mme Zuma, quand elle a été élue, avec son ambition, son objectif de vouloir redonner le leadership à l'Afrique en matière de paix et sécurité et de gestion des crises africaines. Elle avait dit, et je me souviens encore, que l'Afrique gérera les crises africaines avec des solutions africaines. À son départ, on avait vu que c'était un échec. L'Afrique a promis, Mme Zuma, d'intervenir au Burundi, dans la crise burundaise, d'envoyer 5000 soldats. Rien. L'Afrique a promis d'intervenir et de gérer la crise gabonaise. Rien. L'Afrique a promis d'activer la force africaine en attente depuis 20 ans, ce projet-là, qui est la colonne vertébrale de l'architecture paix et sécurité de l'Union africaine. Cette force-là n'existe nulle part. Personne n'a pu financer. Donc, qu'est-ce qu'aujourd'hui cette nouvelle commission peut apporter? Personnellement, je suis sceptique, tant que des réformes n'ont pas été apportées et que surtout, que l'Union africaine ne soit pas un club de chefs d'État africains qui protègent leurs intérêts et des intérêts sous-régionaux et régionaux. On ne peut pas penser l'Afrique si on n'a pas les moyens qu'il faut. Aujourd'hui, 80% du budget de l'Union africaine vient des États-Unis et de l'Union européenne. Alors que Mme Zuma avait promis, quand elle avait été présidente, de régler ces problèmes-là, d'obliger les Africains à financer eux-mêmes l'institution. Donc, pour avoir des objectifs comme tous les candidats qui nous disent, c'est des objectifs nobles pour atteindre, mais il faut se donner les moyens et se faire violence pour y arriver. Et pour ça, l'institution a besoin d'être réformée. Tant qu'il n'y a pas de réforme en profondeur, on n'y arrivera jamais. Le président rwandais Paul Kagame, justement, a été chargé de faire des propositions en ce sens. Le rapport a été présenté lors du 28e sommet de l'Union africaine. Quelle appréciation en faites-vous, M. Bamare-Krong? Mais tant qu'on n'arrive pas à s'autofinancer, et
tant qu'on tend la main pour avoir le financement de nos actions, je pense qu'on restera longtemps dépendant de ces organisations internationales bancaires et continents. Je pense que l'idéal pour nous, c'est de pouvoir prendre en charge tous nos frais. Prendre en charge, aujourd'hui, le projet du président rwandais Paul Kagame est un projet très noble. Maintenant, l'application risque de poser des problèmes, mais je pense que si on arrive à pouvoir mettre ça en pratique, nous arriverons à trouver des solutions financières et permettre à ce que le continent africain puisse arriver à gérer et financer toutes les actions, surtout l'action militaire dont parlait tout à l'heure le frère Abdelkerim. Je pense que tant qu'on n'aurait pas le financement de ces actions, parce que le Tchad, toutes les interventions du Tchad, c'est le Tchad qui le finance aujourd'hui. Donc, or, ce sont des financements qui devaient provenir de l'Union africaine ou de l'ONU en particulier. Aujourd'hui, le continent africain a besoin d'un financement, mais par ses fils. Alors justement, le rapport présenté par le président Paul Kagame prévoit la mise en œuvre immédiate de la taxe Kaberuka. On rappelle que c'est une taxe de 0,2% sur les importations pour financer l'institution portant la mesure crée des divisions. Il y a notamment les Égyptiens et les Mauriciens et les Tunisiens qui ne sont pas d'accord. Quelle solution finalement, Monsieur Makanera? Moi, la première question, le défi qui s'oppose au président, aux deux présidents nouvellement élus à l'Union africaine, pour moi, est existentiel. Existentiel, cela va au-delà de ce que les gens peuvent penser. C'est ma profession qui m'a permis, l'année dernière, moi-même étant africain résident à Paris, d'attirer mon attention sur ce défi qui me paraît être existentiel, parce que j'ai donné des cours sur les aspects juridiques et pratiques des affaires en Afrique. Madame, l'Afrique fait face à un défi énorme, existentiel, je l'aurais dit. Vous savez, aujourd'hui, l'Afrique compte 1,2 milliard d'habitants. D'ici 2030, l'Afrique comptera 1,7 milliard d'habitants. 2050, l'Afrique va compter 2,5 milliard d'habitants, ce qui est énorme. Le problème, les institutions internationales, les États occidentaux sont d'accord sur un point. Désormais, l'Afrique est l'espoir du monde, la locomotive économique et démographique du monde. Qu'est-ce que nous risquons? Aujourd'hui, dans bon nombre de pays africains, la formation est le parent pauvre. Il en est ainsi dans mon pays. Vous pouvez voir un étudiant qui a fini ses études en droit incapable de rédiger un contrat, voire même une attestation. C'est de notoriété publique. Qu'est-ce que l'Afrique risque dans ce domaine? C'est que dans quelques années, dans quelques décennies, nous allons nous retrouver dans un entrepôt de chômeurs patentés. Parce que les emplois nouvellement créés, ce sont des emplois techniques. La force physique va céder, va laisser la place à la technique. Imaginez, dans les pays lusophones, vous savez, il y a l'Angola et je ne sais pas, Mozambique ont commencé à réglementer l'accueil des anciens colonisateurs. Comme aujourd'hui, on nous met des barrières ici pour avoir des titres de séjour. Ils commencent à y aller là-bas. L'Europe commence à se positionner, le monde commence à se positionner en Afrique. Si l'Union africaine ne met pas ce qu'il faut dans la formation, les Africains vont se retrouver spectateurs dans leur propre continent. Nous nous sommes contentés des professions ou du travail subalterne chez les autres. Nous allons nous retrouver dans la même situation dans notre pays et cela va exploser. C'est pourquoi très souvent, j'ai senti que les présidents c'est une présidence tournante. Être président de l'Union africaine n'est fondé sur absolument rien de concret. Cette fois-ci, c'était destiné au pays de la CEDEAO. Les autres chefs d'État n'étaient pas intéressés. Le président Condé le voulait, ce que je venais de vous dire. Donc, je ne crois pas que l'enjeu, le défi opposé à l'Afrique est même senti par, en tout cas, mon président Alpha Condé. Monsieur Abdelkerim. Personnellement, je crois que la réforme de Kagame qu'il a proposée, c'est le premier pas. Des centaines de pas qu'il fallait faire pour rendre l'Union africaine viable. Pourtant, il y a pas mal de points dans cette réforme qui posent des problèmes. Le plan qui m'intéressait le plus, c'est justement l'élection des commissaires. Il faut commencer par là. J'ai l'impression que les États africains sont tellement crispés sur leur souveraineté
qui empêche l'Union africaine de faire son travail qu'il faut. Donc cette réforme, en tout cas j'espère, permettra de rendre l'Union africaine au peuple africain et de ne plus faire ou laisser faire que les chefs d'État puissent se retrouver en club de chefs d'État et décider de ce qu'ils font. Alors, je voudrais juste rappeler rapidement ce que prévoit justement cette réforme. Elle prévoit que les gouvernements ne choisissent plus finalement les commissaires et que ceux-ci soient élus. Élus par le peuple. Ça, c'est révolutionnaire. C'est là où j'ai dit que c'est le premier pas où on rend l'Union africaine au peuple africain. Le Parlement africain a fait déjà un pas. Maintenant, on arriverait un jour à élire aussi le président de l'Union africaine. Là, c'est très bien. Maintenant, sur le plan financier, moi, je crois qu'il faut être encore plus rigoureux. Les États qui ne veulent pas payer doivent être sanctionnés. Effectivement, la proposition du président rwandais prévoit des sanctions. Il faut vraiment, à un moment donné, taper le poing sur la table et avancer. Il faut forcer les États à contribuer. Il faut forcer les États, parce que si on se met toujours à suivre les caprices des uns et des autres, des intérêts des uns et des autres, le lobby des uns et des autres, on n'ira nulle part. Et c'est cela qui a fait que depuis 1960, de l'OEA à l'Union africaine, ça traînait pendant des décennies. Madame, dire qu'il faut élire les commissaires, pour l'instant, est utopique. Vous savez, nous savons tous comment les élections sont gérées en Afrique. Écoutez, c'est la même chose qui va se passer. Ce sont les choix des dirigeants qui ont l'habitude de manipuler les élections pour se mettre au pouvoir. Ils vont faire la même chose pour que les commissaires qu'ils soutiennent très souvent, qui appartiennent à leur parti politique, puissent passer. On ne peut aboutir à ça qu'au jour où l'élection en Afrique, la gestion des élections sera transférée à l'Union africaine, réellement assistée par des ONG crédibles qui ne sont pas des nids de politiciens déguisés comme on en trouve partout. Moi, dans mon pays, vous voulez être riche, vous vous transformez en politicien déguisé, en acteur de société civile. Vous êtes là, vous entravez le peuple dans sa marche vers la démocratie. Dès que vous finissez, Alpha Condé vous nomme gouverneur ou ministre. C'est comme ça. Donc, tant qu'on n'est pas capable de transférer la gestion des élections à une institution, je le redis encore, africaine, avec sous contrôle des ONG crédibles, ça ne donnera absolument rien, autant qu'ils continuent à les choisir comme ça. Monsieur Bamary Krong, est-ce que ces questions de souveraineté, finalement, ne sont pas le principal frein à l'action de l'Union africaine? Est-ce que cette institution n'a pas vocation, finalement, à être supranationale pour être vraiment efficace? Je pense que le premier pas qui doit être fait, c'est déjà élire les représentants des peuples au Parlement européen, au Parlement africain, permettre à ce qu'eux ils soient également élus et au sein du Parlement africain qu'ils puissent élire les commissaires. Il faut que les commissaires soient élus, mais une fois qu'ils sont élus par leur peuple, qui vont représenter le peuple au Parlement africain. Le deuxième point serait vraiment le problème financier et le problème de formation, parce que je pense que l'Afrique, tant qu'on ne va pas mettre l'accent sur la formation professionnelle, on risque d'avoir des difficultés d'ici quelques années, parce qu'aujourd'hui, l'Afrique, il y a des pays africains qui ont des très bonnes écoles, mais la plupart du temps, ils n'arrivent pas à pouvoir former des cadres nécessaires qui doivent repartir dans leur pays ou bien dans leur village pour pouvoir mettre en pratique ces différentes formations. Je pense que l'Afrique doit s'orienter vers la formation professionnelle, soit par le système d'apprentissage, soit par le système de formation pointue comme la technique en ingénierie et autres. Monsieur Abdelkarim. J'ai l'impression que mon camarade revient toujours au début de ce qu'on avait dit. J'avais bien dit qu'il fallait des critères pour l'Union africaine et non des politiques politiciennes dans le choix des hommes qui dirigeront cet institut. Pourquoi j'ai dit ça? Quand on va prendre l'exemple du passé, ceux qui ont été présidents de la Commission, on a eu quand même des hommes qui sont capables de dire à ces chefs d'État là non. Je me souviens encore d'Alpha Oumar Konaré, l'ancien président malien, qui a été capable de dire la vérité à ces chefs d'État. Des chefs d'État qui ne respectent pas la charte africaine. Tout est dans la charte africaine. Tout ce qu'on dit pour que l'Union africaine puisse être viable, je vous ai dit, est dans cette charte. Et aujourd'hui, pour imposer cette charte aux chefs d'État récalcitrants ou bien qui sont insuffisants en matière de démocratie dans leur pays, il faut des hommes. Des hommes mais capables de dire la vérité à ces chefs d'État-là ou bien de les ramener à la raison. Qu'est-ce que Mamad Faki pourra dire à Idriss Déby si ce dernier ne respecte pas des élections?
parce qu'il dépend de lui, c'est lui qui l'a fait nommer. Moi, je préfère que, par exemple, des hommes comme Jerry Rawlings ou des chefs d'État qui ont été exemplaires dans la gestion de la démocratie chez eux puissent être cooptés ou même désignés d'office pour pouvoir gérer ou représenter l'Union africaine en matière d'exigences démocratiques et de liberté dans ces États-là. Parce que ces anciens chefs d'État, ou même l'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, ou ces anciens pourront dire la vérité à ces jeunes chefs d'État ou moins jeunes qui ne respecteront pas. Sinon, si ces présidents de commission ont été cooptés par des tractations, par des poulains, par des parrains, ou je ne sais plus quoi, finalement, ils deviendront des dindons qu'on oriente là où on veut. Alors, monsieur... Moussa Faki, c'est une force tranquille. Hein. C'est une force tranquille, c'est un battant, c'est quelqu'un qui a pu gérer certaines crises en Afrique, qu'il a réussi. Donc, je pense aujourd'hui... la personne de Moussa Faki. Moi, je n'ai pas dit que Moussa Faki est mauvais comme personne. Non, Moussa Faki est mauvais parce qu'il a cautionné quelque chose qui n'est pas normal, que dans l'Union africaine même combat. Donc c'est liberté. Aujourd'hui, Moussa Faki n'a rien dit quand on a arrêté des journalistes au Tchad. Moussa Faki n'a rien dit quand on a arrêté des leaders de la société civile au Tchad. Moussa Faki n'a rien dit quand on a fait disparaître un opposant, Ibnou Barama Massal, dont on malheureusement remémorer ou rendre hommage pour le 3 février prochain qu'il a disparu. Moussa Faki n'a rien dit. Donc finalement, on se retrouve avec des individus qui ont... dans la politique Non, c'est pas la politique. On est liés, puisqu'on est liés, puisqu'il vient du Tchad. Moussa Faki vient du Tchad, on est obligé de parler du Tchad. Moussa Faki parle aujourd'hui au nom de toute l'Afrique. Non, Moussa Faki vient du Tchad et... C'est un homme intègre, oui, mais avant de parler pour l'Afrique... C'est un homme très fort. On s'en fout de sa personne. On veut savoir d'où il vient, quel est son parcours et qu'est-ce qu'il pourra apporter. Alors s'il n'a rien apporté pour le Tchad, il n'apportera rien, il fera perpétuer le régime de Déby et la puissance de Déby dans l'Union africaine, rien d'autre. Merci. Monsieur Makanera, très rapidement. Alors, moi je ne suis pas optimiste, j'aime être réaliste. L'Union africaine, ce ne sont pas ces réformes proposées qui vont faire changer les choses. C'est-à-dire tout ce qui ne va pas au niveau de l'Union africaine est à mettre à l'actif des chefs d'État. S'il y a mauvaise gouvernance, c'est eux. S'il y a pillage des deniers publics, violation des droits humains, c'est eux. Comme ils n'ont pas de compte à rendre, ils n'ont de compte à rendre à personne, tant que les pays-là ne seront pas démocratisés, que les chefs d'État se rendent compte qu'ils tiennent leur pouvoir du peuple et que ce peuple, la majorité de la population africaine veut l'avancée de l'Union africaine, quand ils sauront, une fois leur pays démocratisé, que s'ils ne se comportent pas bien au niveau de l'Union africaine, leur mandat ne sera pas renouvelé, c'est en ce moment que ça va changer. Aujourd'hui, ça ne marchera absolument jamais. Merci, monsieur Makanera. Et ce sera le mot de la fin. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Monsieur Jean-Maurice Bamary Krong, je rappelle que vous êtes secrétaire général de l'Association des Tchadiens d'Île-de-France. Merci d'être venu. Monsieur Abdelkerim Yacoub Koundougoumi, merci également pour votre participation. Je rappelle que vous êtes membre du mouvement citoyen Pacte, projet pour une alternance crédible au Tchad. Et puis, monsieur Ibrahima Sori Makanera, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes juriste chargé de cours de droit à l'École supérieure de commerce et de gestion par alternance. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24 dans quelques instants, le journal de la rédaction.